Hello tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de What's Up, le podcast hebdomadaire de New Gen Energy. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un sujet qui fait rêver les scientifiques du monde entier, la fusion nucléaire. Imaginez un monde où on pourrait produire une énergie quasiment illimitée, sans émission de CO2 et avec des ressources accessibles à tous. Une perspective qui pourrait transformer notre rapport à l'énergie et l'avenir de la planète. Mais derrière cette promesse se cache une technologie ultra complexe, des défis scientifiques de taille et une course contre la montre pour répondre à la crise énergétique mondiale. Pour y voir plus clair, on a eu la chance de discuter avec Thomas Pardoun. Si son nom ne vous dit rien, voici qui il est. Thomas Pardoun, c'est un ingénieur mécanicien et professeur à l'Université catholique de Louvain. C'est un expert en sciences des matériaux et en énergie innovante. Depuis des années, il explore des solutions pour relever les défis énergétiques mondiaux et climatiques et il sait rendre simple un sujet qui peut paraître hyper technique. Bref, vous allez apprendre plein de choses. Pendant cet épisode, Thomas nous explique avec des mots simples, des exemples concrets, ce qu'est la fusion nucléaire, pourquoi c'est si difficile à maîtriser et surtout si cette technologie peut vraiment changer notre avenir. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous embarquer dans cette plongée fascinante au cœur de la fusion nucléaire. Ah, et avant de vous laisser un petit rappel, What's Up est dispo sur Deezer, Spotify, YouTube. Abonnez-vous pour ne rien manquer les prochains épisodes et n'hésitez pas à partager le podcast avec vos proches curieux des enjeux énergétiques de demain. Bonne écoute. Bonjour Thomas, merci pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Sans tarder, on va commencer par la première question qui est simplement, qu'est-ce que la fusion nucléaire en quelques mots ? La fusion nucléaire, c'est le fait de pouvoir faire fusionner deux atomes différents et lors de cette fusion, c'est étrange, mais il va y avoir une production d'énergie très importante. Merci pour cette réponse. La question qui nous vient en tête suite à ça, c'est forcément pourquoi la fusion nucléaire elle est aujourd'hui considérée comme une solution d'avenir pour l'énergie ? Alors, elle est une solution d'avenir, d'abord parce que la ressource qui va permettre de faire cette fusion est une ressource qui est quasi infinie parce qu'on va se baser sur de l'hydrogène ou des isotopes de l'hydrogène. Et donc, on n'est pas limité par des ressources de faible quantité, comme par exemple, dans le cas de la fission, il y a la difficulté que l'uranium est en faible quantité. Donc là, par contre, si ça marche, on a un combustible quasi éternel. Ça vend du rêve en tout cas, mais finalement, qu'est-ce qui rend la fusion si difficile à maîtriser aujourd'hui ? Alors, ce qui rend extrêmement compliqué la fusion, c'est le fait que pour que deux atomes fusionnent entre eux, il faut les forcer à se rapprocher énormément. Parce qu'ils n'ont pas envie de fusionner pour faire un atome. Et pour réussir à les rapprocher suffisamment, il faut mettre énormément d'énergie. Donc, pour recevoir de l'énergie, il faut commencer par en donner un peu. C'est presque biblique. Donc, il faut mettre un peu d'énergie et on en reçoit. Et pour donner cette énergie, il faut chauffer. Et il faut chauffer à une température supérieure à 100 millions de degrés. Ok, chauffer à 100 millions de degrés, ça paraît compliqué. Alors, dans un plasma, c'est pas si compliqué que ça. Mais le problème, c'est que une matière qui est à 100 millions de degrés, si elle touche un matériau, le matériau, il fond. Les matériaux qui tiennent le plus haut possible en température, comme le tungstène, c'est quelques milliers de degrés. Et là, on parle de 100 millions de degrés. Donc, il faut réussir à mettre ces atomes en sustentation dans le vide. Et donc, pour ça, on fait un plasma magnétique. Et la matière, comme ça, ces atomes d'hydrogène qui vont fusionner, cette température de 150 millions de degrés, on la confine sans que ça touche les parois du réacteur. Parce que si ça touchait les parois, le réacteur fondrait. Et c'est ça le grand challenge. Donc, il faut mettre en place des techniques d'aimant, absolument démentielles, pour confiner ce plasma à l'intérieur, monter à 150 millions de degrés, mais 1 mètre plus loin, il peut pas faire plus que 1000 ou 2000 degrés, quoi. Et donc, il faut passer de 150 millions à 1000 degrés, et puis à des températures beaucoup plus basses d'écrire. Ça, c'est le grand challenge. Un projet dont on entend souvent parler aujourd'hui, c'est celui d'ITER. Est-ce que vous pensez réellement qu'il représente la clé dans la réussite et le développement de la fusion pour l'avenir ? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans cette question. Si on réussit la fusion, c'est-à-dire si on est capable de démontrer avec ITER qu'on peut donner un peu d'énergie et en récupérer 10 fois plus, et qu'on arrive à le faire avec un réacteur qui peut tenir pendant des années, et pas qui au bout de 3 mois doit être réparé, et donc que c'est faisable techniquement. À ce moment-là, on a effectivement la capacité de dire on va aller vers un prototype industriel qui s'appelle démo, et si ce prototype industriel fonctionne, alors des entreprises vont pouvoir commencer à construire des réacteurs partout sur la planète. Mais en vous le disant comme ça, vous avez déjà bien compris, il y a ITER, et puis il y a un autre, et puis seulement après, on va pouvoir en construire. Et donc, ça veut dire que pour imaginer qu'on ait une flotte de réacteurs partout dans le monde, il faut encore 50, 60 ans, donc c'est pour la fin du siècle. Et donc, ça ne va pas résoudre notre problème actuellement au niveau de la nécessité d'avoir plus d'électricité et notre nécessité de produire cette électricité sans émettre du CO2 dans l'atmosphère. Si ça marche, c'est génial.
mais ce sera ni pour moi, et ni en fait pour vous, mais ce sera pour les générations. Donc ça, en fait, c'est un cadeau qu'on fait aux générations futures de travailler dessus. La difficulté, c'est que c'est très compliqué, et ça coûte très cher de faire ces recherches. Donc pour le moment, le projet ITER, il y a 5000 personnes qui travaillent en Provence, sur le site de Cadarache, à construire ce réacteur, et c'est compliqué. C'est un truc gigantesque, mais qui doit être précis à des microns près, tout est démentiel là-dedans. Et donc, en fait, ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc, le projet prend du retard. Et voilà. Alors, pour le moment, il n'y a pas de signe que ça ne va pas aller. Donc, les signes sont plutôt ouverts. Mais voilà, on n'a pas de démonstration finale. Alors, pour le moment, à côté d'ITER, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'autres développements qui se font partout dans le monde. Et tout d'un coup, sous la pression du fait qu'on doit trouver une solution, on voit qu'il y a des options alternatives à l'option ITER, donc d'autres façons de maintenir ce plasma. Il y a ce qu'on appelle les stellarators, ou alors on peut réussir la fusion avec des lasers qu'on focalise sur une petite zone. Ces options-là, on a plus de mal de se dire comment ça peut devenir industriel. Mais par contre, le stellarator, alors vous irez voir sur Internet, c'est un genre de gros serpent bizarroïde avec une forme spéciale, mais qui a des avantages pour maintenir le plasma. Donc, il y a beaucoup de startups, de grandes entreprises qui s'intéressent à la fusion, en se disant, mais si nous, on peut accélérer le processus et pas attendre la fin du siècle, il y a un business absolument incroyable en termes économiques et en termes sociétals, quoi. Alors moi, j'en rêve. Si on pouvait avoir dans 20 ans ou dans 25 ans quelque chose qui fonctionne, mais j'ai des doutes. Pour revenir à un sujet un peu plus général cette fois, est-ce que vous sauriez expliquer quels sont les avantages de la fusion nucléaire par rapport à la fission ? Alors, les avantages de la fusion sont les mêmes que les avantages de la fission. Donc la fission nucléaire, ça c'est les réacteurs nucléaires qu'on a partout dans le monde, qui fonctionnent très très bien. Donc les réacteurs belges, français, tout ça, sont des réacteurs qui nous amènent de l'électricité depuis 50 ans. À temps et à heure, et à un coût qui est raisonnable. Avec les défauts de la fission, on sait bien, il faut gérer des déchets et tout, mais voilà, c'est quand même un succès depuis 50 ans, on a beaucoup de retours d'expérience. Quel est l'avantage de la fission nucléaire ? Et ce sont les mêmes avantages que la fusion. C'est essentiellement qu'on peut produire beaucoup d'énergie sur un lieu petit, donc il y a une densité d'énergie absolument incroyable, qui est en fait une qualité que n'ont pas les énergies renouvelables, qui demandent beaucoup d'espace et beaucoup de matière, avec des inconvénients, bien sûr, sur la fusion. Donc ça, on retrouve sur la fusion, c'est une grande densité d'énergie. Alors la fusion a l'avantage par rapport à la fission, je l'ai dit tout à l'heure, que le combustible est quasi illimité pour la fusion, tandis que pour la fission, on a besoin d'uranium. Alors il y a des idées aujourd'hui, enfin c'est plus que des idées, il y a des réacteurs expérimentaux, quelques réacteurs dans le monde qui permettent d'épuiser davantage l'uranium, et ça veut dire qu'au lieu d'avoir 100 ou 200 ans de ressources en uranium, avec cette nouvelle génération de réacteurs, on en a pour plusieurs milliers d'années, ce qui est déjà pas mal. Alors une fois qu'on a une capacité de produire de l'énergie très dense à un endroit, ça simplifie les réseaux de distribution. C'est aussi une technologie, comme pour la fission, où on a de l'énergie tout le temps, et donc on n'est pas dépendant des fluctuations du renouvelable. Donc les deux, on a besoin des deux. Donc on a besoin de travailler sur les deux types de technologies. Et tout comme le renouvelable, ça émet très peu de CO2. Alors, il ne faut pas dire zéro, parce qu'aucune de ces technologies, c'est zéro. Parce qu'évidemment, il faut construire les éoliennes, il faut construire des réacteurs de fusion, de fission, ou les panneaux solaires, il faut aller chercher des éléments dans la terre, il faut faire de la mine, etc., etc. Donc ça n'est jamais zéro. Mais c'est très proche de zéro, et c'est nettement meilleur que de brûler évidemment du charbon ou du gaz. Justement, pour revenir aux risques environnementaux, y a-t-il d'autres déchets, en plus de ces rejets de CO2, dont on ne parlerait potentiellement pas ? Alors, si on parle de la fusion, la quantité de déchets nucléaires est très très faible. Parce qu'essentiellement, le déchet, ce sera le réacteur lui-même. Alors il va falloir produire ce qu'on appelle du tritium, donc il va y avoir quelques éléments qui vont être activés, mais on parle de quantités de déchets qui sont vraiment négligeables par rapport à la fission où il y en a un peu plus, mais ça reste aussi des quantités qui sont très raisonnables, mais qui sont très dangereuses, et donc qui doivent être gérées avec énormément d'attention. Un avantage de la fusion, c'est qu'on a beaucoup moins de risques
le risque de prolifération, comme vous comprenez, l'utilisation de l'uranium pour des fins militaires, on ne l'a pas dans le cadre de la fusion, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme rejet toxique aussi? Ce serait des rejets. Il y en a eu 2 fois dans l'histoire, les rejets toxiques à Tchernobyl. C'est un réacteur un peu complètement hors norme, pas bien sécurisé, qui était destiné à produire en fait du combustible pour des armes nucléaires en Russie, qui n'a rien à voir avec nos réacteurs actuels. Et puis il y a eu Fukushima, où il a fallu dans une zone d'exclusion évacuer, jeter quelques récoltes, parce qu'il y avait une pollution radioactive limitée, mais il y a eu une pollution radioactive. Alors on a fait tout un pataquès de rejet de tritium dans l'eau, mais la quantité de tritium qu'on avait dans cette eau était équivalente, si on buvait 1 litre d'eau, au tritium, à la radioactivité qu'on a quand on mange une banane. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui a été très exagéré dans la presse. Par contre, effectivement, les rejets qu'il y a eu dans les alentours, c'était pas idéal pour la nature, et il a fallu une dizaine d'années pour remettre ça en état. On en parlait précédemment, mais ces obstacles au développement de la fusion, quels sont-ils? Est-ce que la situation géopolitique actuelle et l'influence les avancées dans le domaine? Oui et non, pas pour la fusion, parce que finalement, elle est très peu liée à des questions de guerre. Par contre, c'est tellement complexe et ça demande une telle intensité en recherche et développement que c'est quand même mieux qu'on développe ça avec des partenariats mondiaux. Une question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui, c'est en fait quel impact une réussite du développement de la fusion aurait sur notre quotidien? C'est une très bonne question aussi. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir un modèle économique clair et de savoir si une énergie, une fois qu'on aurait une technologie, c'est de la science-fiction, mais qu'on aurait une technologie de fusion bien stabilisée, quel serait son coût? Est-ce qu'il serait supérieur au coût actuel ou pas? Comment est-ce qu'on va budgéter le fait que ça n'émet pas de CO2 et que c'est produit en grande intensité? Donner accès à de l'électricité à tout le monde à un prix raisonnable, c'est un facteur de lutte contre la pauvreté, et c'est un facteur évidemment aussi de stabilité et d'équilibre entre les personnes. Maintenant, par rapport à ça, il y a au moins 2 grands sujets de discussion. C'est comment est-ce qu'on met à disposition des technologies comme ça qu'on n'arrive déjà pas à mettre en place maintenant, mais dans les pays moins développés. Côté fission, ça progresse. On commence à avoir, il y a toutes des actions au niveau de l'Afrique et de l'Amérique du Sud qui se mettent en place pour que la technologie puisse être distribuée partout, ce qui quand même éthiquement a plus de sens. La fusion, c'est ça qu'il faut espérer, c'est qu'à un moment donné, ça se généralise dans le monde. L'autre question que de nombreuses personnes qui s'intéressent au débat environnemental posent, c'est que une fois qu'on a une possibilité de proposer une énergie abondante, indéfinie, à condition de résoudre tous les défis, est-ce qu'on n'a pas le danger de l'effet rebond, c'est-à-dire que l'énergie est de nouveau abondante, allons-y, consommons. Et donc, il faut pouvoir gérer ça, de ne pas repartir dans un cycle. Alors, peut-être que si on produit de l'électricité propre en grande quantité, why not utiliser de l'électricité, mais peut-être pas pour s'inventer des nouveaux besoins de consommation, mais l'utiliser pour ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire aujourd'hui nous chauffer, nous permettre de nous déplacer en train, en voiture électrique, de nous éclairer. Voilà. On arrive tout doucement à la conclusion de cette interview. Avant de finir, avez-vous un mot à dire à ceux qui aujourd'hui encore émettent des doutes à la fusion nucléaire? Mon avis d'ingénieur, c'est qu'aujourd'hui on entend des gens qui ont plein de certitudes, qui disent on va tout faire en nucléaire, on va tout faire en renouvelable, 100% renouvelable, et aucun souci. Ils vous disent tous, et moi je regarde ça et je dis mais vous êtes fous Même en réduisant la consommation, même en gardant tout, on n'est pas sûr d'y arriver. Et les risques de tout miser sur une technologie sont immenses. Je vous ai dit, pour la fusion, on n'est pas sûr que ça va marcher. Pour le renouvelable, on voit que pour le moment, en Allemagne, ça marche pas du tout comme on espérait, ni au Danemark. On se rend compte que comme on n'arrive pas à stocker suffisamment, comme on n'est pas sûr qu'on va avoir la stabilité des réseaux, etc. Donc il y a plein de si. Donc il y a tous des gens qui font des raisonnements en chambre, comme ça théoriques, en disant oui, ça va marcher, 100% renouvelable. Oui, mais moi je ne sais pas comment ils font pour être certain, parce que moi qui étudie ça depuis 20 ans, je suis certain de rien. Et pour un truc aussi important que l'énergie, parce que c'est un des sangs de la vie, l'énergie. Comment est-ce qu'on peut oser prendre des risques à ce point-là, de dire non, je suis sûr, j'ai lu trois papiers dans Science et Vie, j'ai lu 2-3 documents, j'ai écouté monsieur et madame un tel, et moi j'ai mon avis, on va faire ça.
à part être certain de ce qui fonctionne dans les étagères, on peut prendre aucun risque et avancer au niveau technologique sur toutes les opportunités possibles. Voilà. Alors merci à vous Thomas pour avoir pris le temps de partager vos connaissances avec nous. C'était vraiment passionnant et je suis sûr que nos auditeurs auront appris autant que nous sur ce sujet fascinant. Merci à vous aussi qui nous écoutez, de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Deezer, YouTube, Spotify ou ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site web officiel où vous trouverez encore plus de contenu et d'informations sur nos initiatives. Et n'oubliez pas, notre campagne d'affichage interactive est toujours en cours. Participez et tentez de remporter de superbes cadeaux. On se retrouve très vite sur un nouvel épisode de WhatsApp. Encore merci Thomas et merci à vous tous. À très bientôt.